Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe qu'être citoyen, c'est d'un côté d'agir toujours en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime et voire d'intérêt général. Par conséquent, seule la lutte libère. Être citoyen, c'est de l'autre côté d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et les connaissances vous libèrent. Pour info, dès 2005, à la mort de Yadima au Togo, sous Jacques Chirac, celui-ci lançait les dynasties en zone France-Afrique. Et ce fut depuis comme une épidémie. Puisqu'en 2009, à la mort d'Omar Bongo du Gabon, le président Nicolas Sarkozy avait installé au pouvoir son fils Ali Bongo, qui venait d'être viré par Macron en 2023. Et depuis, tous les despotes France-Afrique ont toujours pensé à la dynastie, et notamment en Afrique centrale. Par exemple, on parlait dans les années 2010 déjà de la succession de Paul Biya par son fils, Paul Biya du Cameroun, ou bien Guéma de la Guinée équatoriale, Idriss Déby du Tchad, et puis Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville. Ça, c'était la mode dans les années 2010. On en parlait comme ça. Donc on s'est dit, mais on ne va pas s'en sortir avec la France-Afrique. Là, ils nous ont installé les despotes dictateurs. Maintenant, là, c'est la génération de leurs fils et autres. Et donc, on en parlait comme ça. Et c'est pour cela que dès 2010, Sassou avait déjà des idées dans sa tête, puisqu'il avait signé déjà un pacte, ou le pacte de coup d'État, le pacte politique et militaire, dont il a déjoué, puisque depuis 2015-16, il continue, puisqu'il avait signé ce pacte-là avant le coup d'État que bon, ben, je vais prendre le pouvoir et passer 2 septennats, et après, bon, ben, je laisserai le pouvoir soit à la branche politique, soit à la branche militaire de ce coup d'État. Peine perdue. Et déjà en 2010, Sassou Nguesso pensait déjà à son fils, tout en roulant de la farine les prétendus successeurs dans le clan et aussi du pacte du coup d'État. C'est pour cela qu'entre 2010 à 2021, vous allez suivre la chronique de la montée en puissance des Denis Sassou Nguesso comme l'on joue dans un jeu d'échecs. Le jeu d'échecs, c'est un jeu cérébral. On fait tomber les pions de l'adversaire et certains sont même couronnés. Une fois que vous avez couronné les pions de l'adversaire, vous pouvez les faire déplacer à volonté, etc. Mais couronner les pions de l'adversaire, c'est les Sassou Nguesso, c'est surtout les corrompre. Donc beaucoup ont été corrompus. Et c'est ce que je vais vous expliquer. Par exemple, dès 2010, Denis Sassou Nguesso prenait la tête de la Compagnie nationale du pétrole, où il avait le magot pour constituer son butin de la prochaine guerre politique. Ce fut fait. Et dès 2014 déjà, il commençait à corrompre plusieurs réseaux de la diaspora. Et je suis passé par là, puisque dès 2014, en mai exactement, Denis Sassou Nguesso m'avait envoyé un message en privé dans Facebook que tu es où, Ayatonga, je t'envoie un chauffeur avec une grosse enveloppe. Je lui ai alors dit, non, va te faire voir. J'en veux pas. Et à ce moment-là, par colère, il avait dit que vous les Makois, vous n'aurez jamais de gros postes de responsabilité tant que papa sera là et moi aussi, si demain je suis au pouvoir. J'ai dit, on va te faire foutre. Et donc le message fut partagé dans tous les réseaux intellectuels, politiques, militaires et autres Makois. Que voilà l'homme que si vous laissez prendre le pouvoir là, là,
il venait s'acharner contre les Makois. Et donc, comme Sassou Nguesso avait s'acharné contre les Kouyou dans la région. Et donc, on l'avait déjà averti ça. Et depuis euh, là, Teddy Sassou Nguesso a vu quand même son père faire des œuvres vraiment sans souci. Par exemple, euh, 2015, changement de constitution, et les Congolais l'ont pas chassé, et Sassou Nguesso était aux anges. Et puis 2016, hold-up électoral, emprisonnement dans deux commissariat du général Mokoko, terrorisme d'État dans les pôles. Et là, l'essai n'est pas tombé. Et donc, il continue. Donc, Christophe Sassou Nguesso, voilà monté en puissance. Et puis, arrivé en 2021, je pense que 2021, c'est l'âge d'or de Teddy Christophe Sassou Nguesso. Et pourquoi? Parce que c'est là qu'il a vu que depuis le coup d'État, toutes les batailles de son papa, par le crime, les assassinats, les déclassements, l'exil forcé, tout, il a fait sans problème. Donc lui s'est projeté dire, ah oui, donc je vais être le prochain euh, 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 chef d'État du Congo. D'autant plus qu'en 2021, Emmanuel Macron avait réinstallé, comment on appelle, euh, il dit Déby Kaka au Tchad. Donc on dit, bon, ça marche, puisque au Togo, il y a des mafieux placés là. Euh, au Gabon, comment on appelle, au Gabon, à Libongo, et là c'est au Tchad, donc dans la zone France-Afrique, ça marche. Donc il avait ses idées que oui, tôt ou tard, je vais devenir président du Congo-Brazzaville. Donc je vais succéder à mon papa et autres. Donc c'est pour cela que dès 2021, et qu'il va élaborer trois stratégies. Donc, la première politique, la deuxième France-Afrique et la troisième géopolitique. Je vous dis que Christophe Sassou Nguesso, dès 2021, après le hold-up électoral de 2021, suivi de l'assassinat de Gibi Fapé Kolela, sans effet, et donc il possède déjà que bon, il va monter. Donc il va élaborer trois stratégies. La première stratégie est politique. Explication. D'abord, politique, pourquoi? Il va se baser sur trois axes, ou ça va se reposer sur trois axes, cette stratégie politique. Le premier axe politique, c'est déjà devenir ministre de son papa, du pouvoir de son papa. Donc il a pris le poste de ministre des partenariats public-privé. Donc, forme de ministre des Affaires étrangères et ministre de l'économie et des finances et tout. Vous comprenez ça? Et donc, ce qui va lui permettre d'ouvrir les portes, passer par là, constituer son réseau, son carnet d'adresses et autres, qui depuis 2021, vous voyez qu'il essaie de voyager et signer des contrats, des accords là-bas qui ne nous concernent pas, mais qui en réalité sont pour ses propres intérêts. C'est de la haute trahison pure et dure. Et le deuxième axe sur cette stratégie politique, c'était surtout au niveau euh, surtout euh, euh, institutionnel. Parce que, comment on appelle? Oui, institutionnel, parce que il a placé Anatole Coliné Makosso, Premier ministre, avec l'accord d'Antoinette Sassou Nguesso, et donc ils ont placé, et commencé à placer les pions. Donc, Anatole Coliné Makosso, c'est un pion, c'est sa marionnette. Et puis d'autres qui sont derrière. Donc, il a bien à constituer son réseau et au niveau politique intérieur. Et troisième axe, c'est institutionnel, comme je parlais. Et donc là, il a essayé un peu de prendre le contrôle du PCT, peine perdue. Il a essayé un peu, malgré tout, de prendre le contrôle de, de la Constitution, c'est-à-dire qu'on change de Constitution pour qu'il devienne vice-président comme euh, euh, au bien Guéma là-bas, au Guinée équatoriale, qui, ah tiens, si mon papa meurt, et c'est moi qui le succède. Donc voilà la stratégie politique de Denis Kissé Sassou Nguesso depuis 2021. C'est-à-dire, il a pris le poste de ministre partenariat public-privé, et ça marche, puisqu'il voyage par-ci par-là à signer n'importe quoi pour ses propres intérêts. Et même beaucoup là-bas, ils commencent à douter parce qu'ils sont informés, ils ne sont pas aussi idiots. Les partenaires étrangers, ils savent bien que, ah tiens, bon, c'est sans effet, bon, on joue le jeu.
deuxième axe, c'était placer ses pions à la tête du gouvernement, des administrations et tout compagnie. Là, il est en train de faire, mais il peine, hein, ça ne marche pas hein, du tout. Et puis le troisième axe politique, c'est-à-dire le PCT, il a voulu prendre le contrôle du PCT sans effet et devenir vice-président. Voilà. Ça, c'est la première stratégie. La deuxième stratégie sur toi est France Afrique. Sur le principe des dynasties, il a dû dire, bon, ben, écoutez, vous avez installé au Togo une dynastie. Vous avez installé au Gabon une dynastie au Tchad. Maintenant, c'est mon tour. Donc, il venait, voilà, donc il a dû dire ça à ses réseaux. Et c'est pourquoi il cherchait en vain à, à prendre le contact avec la France-Afrique de Macron, déjà en devenant franc-maçon, etc. Et donc, c'est peine perdue. Puisque la France ne va pas se lancer dans l'entreprise de Déni Sassou Nguesso comme ça. Parce qu'il sait bien que depuis 1997, on a fait du mal dans ce pays. La France porte une lourde responsabilité historique des crimes contre l'humanité, qui n'est pas encore traitée, puisque ça soit là. Donc, aller encore mettre Denis Sassou Nguesso dans cet environnement déjà problématique pour la France-Afrique, donc c'est pas gagné, puisque déjà, le clan est divisé, il dit tout sauf Denis Sassou Nguesso, et donc là, on ne va pas mettre de l'eau sous le feu. Deux, il y a le dérèglement politique et militaire dans le nord et dans la cuvette, là où se concentrent les forces militaires et de compagnie. Et là, avec ce qui s'est passé au Komissalissa et à Bokoko, il ne faut pas encore aller allumer le feu. Donc là, n'oublions pas les contentieux historiques dans le sud, où Denis Sassou Nguesso n'a cessé de voler le pétrole du sud Congo. En plus, il a vendu l'air terre et la coupe est pleine. Dans le contexte anti-France-Afrique, on ne va pas ajouter l'huile sur le feu. Donc c'est pour cela que la France-Afrique temporise, joue au statu quo. Voilà. Et donc c'est pour cela que son papa est en prolongation tyrannique, puisque la France ne sait plus à quel sein se vouer au Congo-Brazzaville, parce que historiquement, il n'y a que Sassou qui a trahi ce pays. Et depuis Yulu Massamadeva Marengwabi, Yobio Pango, Pascal Soua, aucun des dirigeants de ce pays n'a trahi ce pays. Il n'y a que Sassou. Donc la France-Afrique a moins de marge de manœuvre au regard du climat sociopolitique problématique pour la France-Afrique. Donc qui sait Sassou Nguesso ne serait plus le bienvenu pour entretenir cette posture-là de la dynastie. C'est pour cela que Christophe Sassou Nguesso ne sera jamais le prochain président du Congo. Et il essaie d'ailleurs, et c'est pourquoi il essaie un peu de jouer aux petites stratégies, mais il continue tout de même à, à chercher des alliances, parce que qui ne risque rien n'a rien, puisque depuis le coup d'État, ce peuple-là a renoncé à se libérer. Sinon, ça se serait depuis 2015. Et donc, Christophe Sassou Nguesso s'est dit que, bon, qu'il ne tente rien n'a rien, et c'est pour cela qu'il continue, malgré les tensions en cours, ou le piège qui est là devant lui, il ne sait pas qu'il risque. La troisième stratégie sur toi, élaborée par Denis Sassou Nguesso, est géopolitique. Vous savez que historiquement, sont les pays périphériques. Son père, Denis Sassou Nguesso, ne serait pas revenu au pouvoir avec le sang des Congolais. Vous le savez que la France-Afrique, sous Jacques Chirac, et le Premier ministre Lionel Jospin, socialiste, avait surtout organisé et managé le coup d'État le plus sanglant de l'histoire du continent, dont les conséquences sont d'actualité puisqu'il est encore là. Mais ça s'était passé avec les pays périphériques, dont le Tchad, l'Angola, le Gabon, la RDC, tout ça. Et donc, Christophe Sassou Nguesso l'a très bien compris. Donc, il cherche à utiliser la périphérie pour accéder aussi au pouvoir. Et c'est pour cela qu'il s'est rapproché de Paul Kagame. Explication. Et ce rapprochement s'est passé en 5 étapes que je vais ici vous l'expliquer brièvement. La première étape sur 5, c'était en profitant de l'installation ou de l'introduction de l'espionne franco-rwandaise Françoise Joly,
qui fut placé là pour surveiller la RDC de Félix Tshisekedi, puisque celui-ci ne voulait pas ou à tout réorganiser ou perturber l'équilibre géopolitique, surtout contre la RDC, puisqu'on avait mis les pays périphériques là pour chiffonner, balkaniser la RDC. Donc Félix Tshisekedi, pas à pas, commençait déjà à, déficeler ça. Mais, donc on avait placé François Joly pour une espionne au service de Paul Kagame et de la France-Afrique de Macron. Et donc Sassou Nguesso n'avait plus le choix que d'obtempérer aux injonctions de Macron et aussi de Paul Kagame pour qui est un pion des démocrates américains. Et donc c'était pour lui plus gros que Sassou Nguesso. Donc il était obligé de jouer ce jeu-là pour qu'on puisse dégager Félix Tshisekedi. Donc la première étape là, Félix Christelle Sassou Nguesso va en profiter de, de François Joly et pour jouer ce jeu-là, puisque déjà quand il avait pris la tête de la compagnie du pétrole, après Edgar, comment on appelle, Willy Nguesso. Donc, lui, Christelle Sassou Nguesso a financé les M23, puisqu'au départ, ce fut d'abord Willy Nguesso qui finançait les M23 avec le pétrole, parce que les armes étaient achetées en Ukraine et transférées à l'aéroport de Lobo et puis allaient au Rwanda. Maintenant, avec la guerre en Ukraine, et donc les achats d'armes, on les achète maintenant à Bakou, en Azerbaïdjan. Et donc, c'est Christelle Sassou Nguesso qui faisait maintenant ce jeu-là. Acheter les armes du M23 et, les ramener à Oyo. Et Oyo là-bas, ça partait au Rwanda. Donc, c'est pourquoi il s'est fait une neutralité géopolitique. Donc, c'est quelque chose de confiance. Et donc, Paul Kagame sait que, voilà, il a financé les M23. Donc, c'est quelqu'un de bien. Donc, cette étape-là avec les François Joly, les M23 et tout ça, va donner confiance à Paul Kagame et ses parrains que voilà, Christelle Sassou Nguesso, c'est quelqu'un de fiable qu'on peut vraiment. Donc, c'est cette première étape-là. Mais cette étape-là fut grillée, cette première étape sur 5, parce qu'on connaît maintenant ces plans de Christelle Sassou Nguesso avec les François Joly, avec tout ça, au regard du contexte de la nouvelle administration Donald Trump qui arrive, ça va être un souci pour Paul Kagame et les dénis Christelle Sassou Nguesso. La deuxième étape sur 5, pour laquelle Christelle Sassou Nguesso a élaboré ses stratégies géopolitiques pour accéder au pouvoir. Ce sont ces accords opaques dont il a signé avec le Rwanda, la vente à la découpe des notaires, qui cachait en fait l'arbre qui cache la forêt. Parce que c'était les mercenaires et toute compagnie, on a tout parlé, sous prétexte d'activités agricoles, économiques, cultiver les ricins, les poisons, les piments et tout comme ça, n'importe quoi, c'était vraiment là. Donc tout ce plan, cette étape fut grillée. Tout le monde connaît maintenant ce plan-là. Maintenant, la troisième étape sur 5, pour laquelle Christelle Denis Sassou Nguesso joue à la stratégie géopolitique avec le Rwanda, c'est le plan Joseph Kabila. Vous savez que Joseph Kabila avait tué son père adoptif pour accéder au pouvoir. Et ce même plan-là que Denis Sassou Nguesso a voulu faire au Congo et pour assassiner son père au moment venu, puisqu'il sait bien que son père est vomi par ce peuple, etc. Il est pressé de prendre le pouvoir, d'être à la tête de ce pays, comme on parle de dynastie, et donc il est pressé. Donc dans sa tête là-bas, il a pensé beaucoup à Joseph Kabila, dont il est allié. Et donc il a cherché ça partout, c'est-à-dire cherché à tuer son père. Et d'ailleurs, l'Angolais Laurent Soukoko l'a bien balancé. Et jamais Christelle Sassou Nguesso n'a contesté ses propos, ni en public, ni en privé, ni officieusement, ni officiellement. Donc, qui ne dit mot qu'on soit. Donc, Christelle Sassou Nguesso voulait assassiner son père pour accéder au pouvoir. Donc, maintenant, on ne sait pas comment ça se passe entre là-bas et son papa, puisque son papa est au courant. Bon, donc, peut-être que c'était le jeu, on ne sait pas. La quatrième étape sur 5, pour laquelle Christelle Sassou Nguesso joue à la stratégie périphérique, c'est-à-dire avec le Rwanda.
elle est politique. Puisqu'il voulait déjà prendre le contrôle du PCT, la peine perdue. Puis changer de constitution pour qu'il devienne vice-président. Et au cas où il montait le coup de tuer son papa, il prenait directement le pouvoir. Donc il avait le parti et vice-président et la peine perdue. Ça bloque, ça va pas là. Parce qu'au sein du PCT, on ne veut pas de Christelle Sassou Nguesso. Et donc vous avez tout compris. Enfin, la cinquième étape sur 5, c'est celui des coups d'État de palais. Au regard des étapes précédentes, là, Christelle Sassou Nguesso n'a pas encore dit son dernier mot. Mais comme il est grillé et autres, on dit qu'il ne pourra pas, il ne va pas aller loin. Au final, d'un point de vue politique, militaire et géopolitique, Christelle Sassou Nguesso est aux abois. Car tous ses plans et stratégies de succéder à son papa ou autres sont désormais grillés et démasqués. Et surveillés comme l'on surveille le lait sous le feu. Depuis le PCT, le parti au pouvoir, passons par le clan, déjà divisé, et en même temps l'environnement sociopolitique, militaire de tout le pays. Donc on voit que celui-là, ce gars qui est dangereux, Christelle Sassou Nguesso, c'est un danger. C'est pour cela qu'il lui-même est en danger. Il risque de se terminer tout ça de manière tragique. Alors, ici, on examinait la situation de son parrain, Paul Kagame, puisque Paul Kagame est devenu le parrain de Denis Sassou Nguesso. Même si aujourd'hui, au regard du contexte géopolitique, Paul Kagame est isolé aux abois et au crépuscule, et Denis Sassou Nguesso aussi. Mais expliquons quand même ce qui se passe au niveau périphérique pour clarifier le débat euh, euh, citoyen, intellectuel et patriotique au Congolais, puisque les militaires et où les citoyens puissent soit être dans la rue et où pour faire un coup d'état militaire salutaire. Donc, parce que, et ils viennent pas à pas, hein, donc rien n'est encore perdu pour quitter Sassou Nguesso, mais quoique, il est déjà grillé, il est déjà vomi et beaucoup de choses. Bon, analysons la situation périphérique, c'est-à-dire du Rwanda. Parce que sans le Rwanda, on n'aurait pas parlé de Denis Sassou Nguesso. Parce qu'ils ont fait leur plan, le Cuba qui devait le faire là par rapport à ce que je vous ai expliqué. Vous le savez que Paul Kagame est en difficulté économique et géopolitique grave. Il risque d'ailleurs une fin tragique. Explication. Vous le savez que ce sont les démocrates américains sous Bill Clinton qui avaient installé Paul Kagame au pouvoir dès le génocide en 1994. Et depuis 1994, le Rwanda est contrôlé par les démocrates américains, surtout les réseaux Clinton. Ce sont les réseaux Clinton qui contrôlent le Rwanda. Et ce sont les démocrates américains qui avaient permis à Paul Kagame, qui ont toujours permis à Paul Kagame de siphonner les ressources de la RDC en balkanisant ce pays. D'où le capital décès qui avoisine déjà les 20 millions de morts depuis 24 ans. D'ailleurs, quels que soient les présidents américains, démocrates, ces présidents ont toujours laissé libre à Paul Kagame de faire ce qu'il veut de la RDC. Depuis les Clinton, en passant par Obama et Joe Biden. Et les républicains, pour les enjeux géostratégiques, ont souvent obtempéré aux injonctions des démocrates. Parce que pour eux, le chien ou le chat, qu'il soit gris ou noir, pourvu qu'il attrape la souris. Donc c'était ça. C'est-à-dire, depuis le génocide rwandais, entre démocrates et républicains américains, en RDC et au Rwanda, c'était comme le chat
qu'il soit gris ou noir, pourvu qu'il attrape la souris. Et or, là, depuis, ils ont aussi des embrouilles entre eux, républicains et démocrates. Et on regarde des conflits d'intérêts, mais également les enjeux géopolitiques, géostratégiques, surtout avec la Chine et les Américains et tout compagnie. Donc il y a beaucoup d'enjeux là-bas. Et donc je ne veux pas rentrer en détail de ces enjeux-là. Je veux me positionner sur les rapports de force qui se décident entre les démocrates et les républicains américains dans la sous-région d'Afrique centrale, et notamment en RDC. On regarde la situation problématique entre le Rwanda et le grand voisin, la RDC. Vous le savez que Joseph Kabila fut l'homme fort des démocrates américains. Et c'est pour cela que en 2006, puis en 2011, et puis arrivé en 2016-17, il faisait les hold-up électoraux. En même temps, il ajournait les élections. Par exemple, en 2016, 2017, puis arrivé en 2018, l'arrivée de Donald Trump va permettre à la RDC de respirer enfin. Donc, c'est Donald Trump qui avait chassé Joseph Kabila, l'homme des démocrates américains. Et donc, il avait installé Félix Tshisekedi. Et celui-ci va connaître des difficultés depuis le retour des démocrates en 2020. Félix Tshisekedi, installé au pouvoir par Donald Trump en 2018, et entre 2018 et 2020, Félix Tshisekedi va connaître une courte accalmie, puisque en 2020, Joe Biden, les démocrates américains reviennent. Et donc là, il va avoir ces soucis-là, ces plans, et autres, il va chercher à aller voir les Chinois, les Russes, et autres. Donc, il y avait tous les plans pour le virer. On avait tout cherché pour le virer. Donc, on a balkanisé la RDC côté Est par Paul Kagame, et côté Ouest, ce fut le projet de Joyeux Lorenzo, qui fut avorté, puisque le 13, 14 et 15 octobre 2024, Joe Biden devait se rendre en Angola pour préparer l'avènement de Kamala Harris, démocrate, pour balkaniser la RDC côté ouest avec le concours de l'Angola de Joyeux Lorenzo. La peine perdue puisque Donald Trump n'était plus candidat et aussi Kamala Harris a perdu les élections. Et donc le plan Est-Ouest de balkaniser la RDC par les démocrates américains pour chasser, comme on appelle, Félix Tshisekedi, puisque celui-ci est en train de tout chambouler, cet équilibre-là. Et donc là, donc ça devenait problématique. Et surtout que pour les démocrates américains, Félix Tshisekedi fut l'homme des républicains américains, Donald Trump qui l'avait placé là. Vous imaginez. Les conflits d'intérêts entre démocrates et républicains américains ont des impacts dans la sous-région d'Afrique centrale. Vous imaginez? Puisque la RDC est la vache à lait des minéraux et des terres rares au monde. Et là-bas, les conflits d'intérêts entre démocrates et républicains américains sont présents en RDC. Et c'est Paul Kagame qui était chargé de gérer les projets, les conflits d'intérêts côté démocrate. Mais là, le retour de Donald Trump aux affaires à partir du 20 janvier 2025 va tout chambouler ces conflits d'intérêts en Afrique centrale. D'où l'inquiétude de Paul Kagame et qui est déjà aux abois et au crépuscule, puisque les démocrates ont perdu. Et là, pour la durée de 4 ans à venir, et donc là, les républicains vont peut-être
changer les paradigmes dans le bassin du Congo et autres qui vont arriver. Maintenant, analysons euh, le contenu géopolitique de la nouvelle administration euh, Donald Trump qui va tout chambouler en Afrique centrale et notamment Paul Kagame qui sera en difficulté, même peut-être chassé, et par translation, Christophe Sassou Nguesso aussi, son plan sera à plat et à l'eau. On est bien d'accord? Puisque lui comptait sur la RDC, le Rwanda pour prendre le pouvoir par la force et par rapport à... Voilà, donc vous êtes compris, là ça va être grillé. Explication. Vous savez que le retour de Donald Trump au pouvoir, aux affaires, est problématique pour Paul Kagame et surtout pour les démocrates américains qui ont leurs intérêts euh, en Afrique centrale et notamment en RDC. On est d'accord? On a parlé des Clinton, on a parlé des propres points. Ok, très bien. Donc, vous le savez qu'au niveau des conflits d'intérêts entre républicains et démocrates américains, vous savez que ce qui s'est passé à Elon Musk, parce que Donald Trump ne revient pas au pouvoir seul, il revient au pouvoir avec quelqu'un qui compte beaucoup. C'était l'homme le plus riche du monde. C'est un Sud-Africain devenu américain. On l'appelle Elon Musk, un africaneur devenu américain. Donc, quand il faisait ses affaires, il était où? Il était, son siège et toutes ses affaires, c'était en Californie, aux États-Unis. Or, la Californie, c'est la terre des démocrates américains, depuis des années. Et donc, comme il avait des liens avec comment on appelle, les, les républicains américains, donc Donald Trump va faire tout pour le, le capturer, c'est-à-dire le mettre dans son camp. Et donc, il va certainement créer ce climat-là délétère entre Elon Musk et Joe Biden. Donc, Elon Musk va être chassé de la Californie. On va le chasser. On l'a chassé de la Californie. Et tes affaires ici en Californie ne sont plus les bienvenues. Donc, les républicains vont le récupérer. Et donc, il va installer ses entreprises, ses sièges et tout au Texas. L'homme le plus riche du monde quitte la Californie, c'est les démocrates, et va s'installer en terre républicaine au Texas. Et donc là, vous le savez que la rancune, toutes ces choses-là, hein, c'est chaud, hein, la vengeance se paye toujours en, en, en monnaie de singe, ou c'est, voilà, tous ces trucs qui parlent de la vengeance et tout ça. Donc, Elon Musk est vraiment en guerre et, et, et fâché contre les Joe Biden et surtout les démocrates, qui l'ont chassé de la Californie pour aller s'installer au Texas. Donc le divorce est consommé entre Elon Musk, qui devient l'homme fort de Donald Trump, et les démocrates, dont les Joe Biden. C'est pour cela, en associant avec Donald Trump, Elon Musk va être le gros souci, non seulement des démocrates et leurs affaires en RDC, mais également de Paul Kagame, peut-être jusqu'à les chasser. Mais pourquoi? C'est pour trois ou deux idées que Elon Musk a dans sa tête. Il a deux idées dans sa tête. Je vous rappelle que c'est un Sud-Africain qui est devenu américain. Donc il connaît bien l'Afrique. Il sait très bien. Donc son papa est en Afrique du Sud, au Cap et tout Capaï. Et donc il sait bien que le papa a dit que les démocrates américains, les Joe Biden, ont failli assassiner son papa. Il parlait comme ça, qu'ils ont fait beaucoup. Et son papa a connu vraiment des soucis en Afrique du Sud. Et donc c'est pour cela que sa maison est maintenant protégée, hyper protégée. Le papa de l'homme le plus riche du monde. Et donc là, ils ont parlé. Donc ils ont eu des embrouilles avec les démocrates américains et notamment les Joe Biden, qui a perturbé non seulement le papa de l'homme et lui-même.
Et donc, il revient avec des choses qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Des idées dans la tête. Pourquoi? La première idée dans la tête, de sa tête qui est là, c'est de chasser les réseaux démocrates au Rwanda et en RDC. Par conséquent, Paul Kagame va être en danger, puisque les démocrates et autres contrôlent déjà les ressources de la RDC. Et donc là, il veut les chasser. Et ce qui va se passer, c'est pour cela que Paul Kagame est en difficulté. Vous savez là, comme l'homme fort de, de, de l'administration de Donald Trump, il risque d'avoir beaucoup de choses là, ou la CIA, ou tout compagnie. Donc c'est pour cela que Paul Kagame s'inquiète, puisque autour de lui, de Paul Kagame, il y a beaucoup de choses se fondent. Parce que les gens se disent, ah tiens, le contexte a changé, maintenant il va changer on va changer de parrain dans ce pays, etc. Donc ce qui il inquiète énormément. Donc la première idée de Lobos, qui a des, des reculs envers les démocrates, Joe Biden et compagnie, il va chasser Paul Kagame, qui est l'homme des démocrates dans la sous-région. Et installer peut-être des républicains, on ne sait pas. La deuxième idée qui est dans la tête de Elon Musk, l'homme fort de Donald Trump qui arrive, c'est prendre le contrôle des filières de production de matières premières d'état rares, indispensables aux technologies civiles et aérospatiales, dont Elon Musk est déjà friand. Donc, vous voyez qu'il parle de. On voyait les gens dans la planète rouge et autres, mais il faut des matières premières. Or, la RDC, c'est la vache à lait des minéraux et des terres rares. Donc, il y aura des bouleversements là, géopolitiques et géostratégiques à cause de ces problèmes-là. Il y a des matières premières, puisque ces matières premières étaient contrôlées par les démocrates et les réseaux. Voilà. Maintenant, là, l'homme se vient avec ses idées dans la tête, déjà chasser les réseaux démocrates, des propres de Paul Kagame, tout ça là, virer, et puis prendre le contrôle de la filière de production de. Donc, dès le 20 janvier, donc, on va avoir beaucoup de chamboulements dans la sous-région. Déjà, il faut déjà avoir à l'esprit que ce qui se passe là, au Rwanda, est anormal, puisque déjà, l'Ouganda commence à dire non à Paul Kagame. Il a lâché. La Tanzanie, ah non, 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 on ne veut pas de ce outil-là ici, hein, donc on va les chasser, ils n'en veulent plus, la Tanzanie. Le Kenya, non, 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 je ne veux plus de Paul Kagame, je peux aller jouer ces jeux-là en RDC et tout ça, j'en veux pas. Donc, il a botté en touche. Le Mozambique qui commence à chasser les Tutsis et tout ça là-bas. N'oublions pas Lorenzo qui avait commencé à rentrer dans le piège de Joe Biden et là déjà en doute et en réserve et autres. Donc, d'un point de vue géopolitique, et au niveau de la SADC et aussi d'Afrique centrale, et Paul Kagame est isolé. Il va être isolé. Et du côté de Sassou Nguesso, avec tous les plans, il est en train de faire le répédalage, mais ça ne va pas marcher, puisque Félix Tshisekedi sait que Sassou Nguesso était dans le coup de les chasser du pouvoir. Même si il vient dire, ah non, c'est pas nous, on n'était pas. Voilà. Donc, vous savez, même si ce n'était pas de son plein gré, mais il était obligé, puisqu'il y avait les Macron, il y avait les Joe Biden, il y avait tout pour, avec les Paul Kagame, on te dit, bon, Sassou, tu restes au pouvoir, après on te prépare la succession de ton fils, bon, en contrepartie, tu devais faire ça. Il a voulu faire ça, il a tenté, il a raté, c'est perdu, et donc tous ces mondes-là sont en difficulté, il ne sait plus à quel sein se vouer. En conséquence, les plans et stratégies de Christelle Sassou Nguesso sont tous à plat et risquent grave de payer le prix de la chute ou de départ de son père. Parce que déjà, le problème il a vendu nos terres au Rwanda, c'est une haute trahison. Aucun Congolais, qui soit du nord au sud, de l'est à l'ouest, ne pourra jouer aux amalgames suite à cette problématique de la vente de nos terres aux étrangers. Donc il sera puni sévèrement, de gré ou de force. Deuxièmement, surtout la vente du pétrole, les vols et tout compagnie. Et ces projets qui étaient contre l'État congolais, c'est une haute trahison. Donc, Denis Sassou Nguesso, c'est quelqu'un qui va finir très mal hein, la fin du régime de son papa. Puisque dans le clan, il est vomi, dans le nord, dans le sud, et les victimes qui sont nombreux dans ce pays, puisqu'on a volé le pétrole du Congo, on a laissé les Congolais dans la merde, et lui, il avait pris ce magot-là pour ses projets politiques, tout simplement d'être le prochain mégaloman du Congo.
peine perdue. Donc, vous imaginez là que nous sommes là en présence des gens qui ont été en tenue conditionnée à nous détruire. Mais pour combien de temps encore? Christophe Sassou Nguesso porte la loi du karma. Il paiera très cher puisque son parrain Paul Kagame est aux abois. Il va être chassé par la nouvelle administration Donald Trump. Et si ce n'est pas possible, mais son pouvoir est vraiment. Il est déjà en difficulté. Et c'est bien comme ça.